Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver enfin pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Après quelques semaines, mois même d'absence, j'ai laissé repartir notre ami belge dans son plat pays. On va enfin pouvoir parler sérieusement et à l'occasion des vacances de février, je vous propose un focus aujourd'hui sur des petites stations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Aujourd'hui, on est à la Côte d'Em. Bienvenue dans Destination Montagne. Bon alors moi j'ai repris du service actif, mais c'est quand même pas à pas, hein, petit à petit. Mais pour bien commencer l'émission, on vous propose un topo du côté de Faverges. Et moi je continue à essayer de m'arrêter. Aujourd'hui, on vous propose une petite bavante aller-retour au départ de Faverges en Haute-Savoie. Il s'agit du sommet des Rochers Blancs qui culmine à 1230 mètres, soit un peu plus de 700 mètres de dénivelé positif depuis le plancher des Vaches. Cela commence route de Favergette pour accéder au lieu-dit Prafeu et poser sa voiture au bout de la route. On prend le sentier bien indiqué, droit dans la pente, direction le parking du Gros B. Un parking utile pour ceux qui voudraient minimiser un peu la sortie, mais qui ont pleine confiance dans la motricité et l'adhérence de leur voiture. On remonte en forêt sur un beau chemin sans trop de pièges pendant une bonne demi-heure pour retrouver des panneaux indiquant une fosse à ours à quelques pas, ainsi que les premières indications pour accéder au Rocher Blanc. De là, on arrive en 5 minutes au fameux parking, plutôt gadouilleux en cette saison, pour commencer les choses sérieuses. Après un gros raidillon, le chemin large fait place à une sente montagnarde pour gagner en altitude. Longue traversée suivie d'épingles qui mèneront jusqu'au sommet et le bois des Rochers Blancs, petit paradis perché à 1200 mètres. Dès lors, le plateau se traverse en quelques minutes pour arriver au coup de cul final, puis au sommet et à son panorama imprenable sur le sud du lac d'Annecy. Une halte méritée mais bien venteuse avant d'entamer le retour exactement par le même itinéraire. Au final, il faudra bien prévoir 3 à 5 heures de marche selon votre rythme pour 1400 mètres de dénivelé cumulé. On se retrouve donc sur les hauteurs de la Côte d'Em et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Gilles Girard. Bonjour. Bonjour. Gilles. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci de notre visite. Vous êtes président du ski club de la Côte d'Em et avec vous ce soir on va partir à la chasse au Yéti. Alors expliquez-moi un petit peu en quoi ça consiste la chasse au Yéti. Disons que c'est une chasse sans parler d'une chasse, c'est plus une balade. Mais voilà, donc le but de la manœuvre c'est d'aller promener les gens sur un circuit qu'on a bien déterminé. Et puis puis voilà, emmener les gens dans le noir avec leur petite lampe frontale, histoire de s'amuser, de se détendre. Et puis on a quand même des yétis qui sont présents, plus ou moins réels, plus ou moins vrais, mais voilà, ils seront présents avec nous. Donc on fait une balade d'une heure, 1h30. Finalement c'est une très belle façon de faire connaître le territoire aux gens et en s'amusant. Tout à fait. C'est très ludique et en plus de ça, comme vous dites, ça nous permet de faire connaître notre petit coin face aux stations de ski, l'envers des stations de ski si je puis dire, qui n'est pas négligeable non plus, qu'il faut en tenir compte quand même parce qu'on a quand même des coins magnifiques. Bon, on va s'équiper dans quelques minutes, oui, tout à fait. On va aller mettre les raquettes pour voilà. voir tout ça. Oui. Mais tout de suite, je vous laisse avec le dossier de la semaine qui nous emmène aujourd'hui du côté de Val d'Isère avec les terribles drames qui ont sévi dans la station et un rappel sur le côté sécurité obligatoire en montagne. Bilan terrible en ce début de vacances de février. Après la vague d'avalanches meurtrières qui a touché les Pyrénées, faisant 5 victimes ces derniers jours, c'est le département de Savoie qui devient le théâtre de drames. En effet, un randonneur a trouvé la mort dans le massif de l'Étal ce week-end. Quant à la station de Val d'Isère, une avalanche y a emporté un homme de 44 ans et sa fille de 11 ans qui évoluait sur une piste pourtant fermée. Dans la station, on ne sait plus comment réagir face à ces skieurs imprudents. On ne va pas sur des pistes qui sont fermées, on reste bien sur une piste sécurisée, balisée. Pour cela, on se sert de tous les panneaux d'affichage qui indiquent effectivement que les pistes sont ouvertes ou fermées. On ne passe pas sous un filet ou à côté. Et puis si on souhaite pratiquer le hors-piste, eh bien là, on s'équipe, on part avec un professionnel de la montagne. Il faut savoir aussi renoncer si vraiment on se rend compte que les conditions sont trop dangereuses. Si aujourd'hui toutes les pistes sont ouvertes, le risque d'avalanche reste marqué. Chez les pisteurs, la journée commence tôt pour sécuriser le domaine. Quant au manteau neigeux, il est sous surveillance permanente. Chaque matin est édité le bulletin du risque d'avalanche, la météo du jour,
la mise en place des drapeaux d'avalanche au départ de chaque remontée lourde, comme on peut le voir là au départ des pistes. Les risques restent assez importants avec un risque 3, ouais, il ne faut pas le sous-estimer. Après là aujourd'hui, la différence avec les jours passés, on a déjà eu de la chaleur la journée avec un réchauffement qui humidifie un peu le manteau neigeux. Là tout de suite le matin il fait très froid, ça restabilise un peu. Une sonde, une pelle et un détecteur de victimes en avalanche sont donc tout bonnement indispensables dans ces secteurs hors piste où l'on s'engage à ces risques et périls. Un comportement adapté qui pourrait éviter des tragédies, même si, quelles que soient les conditions, le risque zéro n'existe pas en montagne. Forcément, on s'équipe, c'est parti pour une marche nocturne direction à la recherche du Yéti. Mais tout de suite, et comme chaque semaine, c'est l'heure de la Minute Matos. L'ISPO, la grande messe annuelle de l'équipement de montagne, vient de fermer ses portes et il est temps de commencer à détailler le palmarès. Chez la Minute Matos, on doit bien avouer qu'il y en avait un qui avait senti le vent venir en la personne de Manu. En effet, cela doit faire à peu près 2 ou 3 mois qu'il nous parle de cet équipement, Snowplack. Rien de moins que celui qui a obtenu la médaille d'or en catégorie outdoor. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement des raquettes plutôt innovantes que l'on chausse comme des crampons. C'est léger, compact, ça se glisse dans un coin du sac et cela facilite grandement les approches en neige profonde. Cela devient même un vrai outil de sécurité dans les pentes raides, dans toute forme de neige en montée ou en descente. Avec 620 grammes à la balance, ces crypto-raquettes vont certainement devenir un indispensable pour les approches, les expés, voire même devenir une alternative au ski pour des secours en raid ou en avalanche. Pour finir, on sera complet en disant que Snowplack est un produit conçu par des guides de haute montagne grenoblois et que toute la fabrication est française. On n'a pas de pétrole, mais quand le terrain est en pente, on sait faire. Gilles, justement, là on est en sortie nocturne à la recherche du Yéti. Ça fait combien d'années que ça existe, cette tradition à la Côte d'Em? Oui, ça a été lancé il y a une quinzaine d'années par l'idée d'un gars du club qui nous a justement suggéré de faire un petit truc avec un Yéti, un petit déguisement. Et aujourd'hui ça continue, 15 ans après, et il y a beaucoup de sorties dans l'hiver. Oh ben on n'en fait pas énormément, on en fait 4, 5, 6, ça dépend la demande, sans plus, en sortie nocturne. On essaye de se caler justement sur les vacances scolaires de février. C'est là qu'on a de la chance de toucher le plus de vacanciers, et d'enfants du pays aussi. Ça leur permet de ne pas avoir à aller à l'école le lendemain. Bien sûr. C'est vrai qu'on parle généralement de ski club, on pense aux enfants. Pourtant, le ski club de la Côte d'Em, il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes. Alors, je pose la question piège, mais en quoi ça consiste un ski club sans enfants? Ça consiste à maintenir un petit peu justement cette partie de tradition de balade nocturne qu'on a créée, les sorties raquettes, entre autres le dimanche ou la semaine, peu importe. Et puis le but principal maintenant, c'est notre maintien du chalet du ski, avec nos aires de luge, dont le chalet du ski, dont on est propriétaire, et qu'on compte bien le préserver le plus longtemps possible. Et c'est le but, bien évidemment. Voilà. Mais il n'y a pas de grandes ambitions du tout. Merci pour toutes ces précisions. On va continuer la petite rando nocturne, notre petit tour sur les hauteurs de la Côte d'Em. Quant à moi, je vais vous quitter. Cette émission est maintenant terminée. On se quitte avec les plus belles images du web et nous on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de montagne. À bientôt. Chez On a cliqué pour vous, on s'est dit qu'on allait rester dans la même thématique. Donc on a un peu traqué le Yéti sur la toile et on vous a sorti quelques pépites documentaires et fiction. Pour commencer, on a répertorié les documents exclusifs en 3 catégories. Catégorie 1, l'alpiniste qui vous montre une immense vallée et qui vous dit que le tout petit point là-bas au milieu de l'écran, c'est Bigfoot qui fonce se planquer parce qu'il est très timide. Quel dommage que ce soit si loin, même en zoomant on voit pas bien, on peut pas être sûr. Catégorie 2, le randonneur nocturne qui a mis une caméra infrarouge avec de la nourriture devant et son Yéti a de gros yeux qui brillent. Quel dommage que ce soit si sombre, même en zoomant on voit pas bien, on peut pas être sûr. Catégorie 3, le randonneur qui vous montre un bout de forêt et qui affirme que là, au milieu de l'image, tapis dans le noir, il y a un truc super malsain et pour sûr ça peut être que le Yéti.
C'est vraiment dommage que ce soit si mal filmé, que ce soit si sombre, si loin, parce que même en zoomant dans l'image, en faisant le petit dessin autour, on voit qu'un pâté tout noir et du coup on est sûr qu'il n'y a rien du tout. En tous les cas, nous, le Yéti, on l'a trouvé. Il apparaît dans ce chef-d'œuvre du 7e art signé par un obscur réalisateur italien. Le doublage des voix françaises. Herbert, nous devons aller dîner maintenant. À bientôt. Il est stratosphérique ou approximatif et le tissu dramatique, c'est du jamais vu. Un scientifique affublé d'une équipe de télévision découvre dans une contrée inexplorée du Grand Nord le corps d'un humanoïde ou d'un grand singe pris dans la glace. Après 20 longues minutes placées à côté d'un radiateur, la bête revient à la vie. Et croyez-nous ou pas, le scientifique doit se rendre à l'évidence. Il s'agit d'un Yéti. À partir de là, le drame se hâte avec lenteur. Le Yéti pique une colère parce qu'on l'a pris en photo avec un flash, il se blesse et la jolie fille le soigne avec du dermaspray. Du coup, il veut bien venir. Yéti, viens avec nous. Aie confiance, tout se passera bien. Mais c'est aux États-Unis que tout se complique, comme dans King Kong, vous l'aurez remarqué. Panique en ville, sa copine, qui s'appelle Jane comme dans Tarzan, est coincée dans un ascenseur, alors du coup il se rappelle qu'il est bon grimpeur et descend la chercher. Autant vous dire que ça fait un joli petit scandale. Il la sauve, puis retourne dans ses alpages avec la maréchaussée aux trousses, grosse bagarre, on va l'abattre, mais Jane intervient et je dois dire qu'elle a cette tirade sublime. Yéti, c'est moi. Jane, La copine de Tarzan. tu dois écouter. Tu ne peux pas rester, il faut t'en aller. Sinon, ils te tueront. Je t'en prie, va-t'en vite. Retourne sur tes montagnes, là où le monde est meilleur. Tout le monde est triste parce qu'il s'en va et que tout ça c'est une belle leçon de vie, mais en fait tout finit bien parce qu'à la fin son petit frère sourd et muet depuis le début du film retrouve Lassie, son chien fidèle. Allez, bonne semaine et prudence en montagne.